Tu veux bien me dire quelque chose? Ben, je te dis bonjour, voilà, je m'appelle Frédéric Bruyas. La lecture à voix haute, pour moi, si on fait un petit trajet comme ça rapide, l'homme s'est mis debout, après il a commencé à pouvoir fabriquer des choses, il a développé un appareil phonatoire qui lui a permis de fabriquer des sons complexes, il a commencé à se raconter des trucs, après il a écrit, après... J'avais lu une fois dans un bouquin, la nature peut bien se passer de nous, mais pas les livres. Je veux dire, les livres, c'est nous, quoi. Notre humanité, c'est les livres. C'est vraiment une production humaine. Et c'est des gens qui sont dedans. Moi, je trouve que c'est très beau, quoi. Je trouve que c'est très beau. Nous sommes le 7 avril 2026. Ouais, c'est 2 livres que j'ai écrits il y a déjà pas mal d'années. Le premier qui s'appelle Le métier de lire à voix haute. Je m'étais donné comme contrainte, chaque année, d'écrire un article pour moi-même sur ce qui me semblait, ce que j'avais la sensation d'avoir compris dans l'année. Et je faisais un point, 2-3 pages, comme ça. Et puis à un moment, je me suis dit, tiens, ça ferait peut-être au bout d'un moment, je me suis dit, ça ferait peut-être un petit livre. Et j'ai fait ce petit livre sur la lecture à voix haute que je pratique. Voilà. Et je me suis dit qu'en fait, c'était un métier. Et le deuxième, voilà, l'histoire est assez jolie. C'est une petite fille dans une école. J'étais allée lire. Et puis j'avais lu une nouvelle qui racontait la passion d'un bébé pour une céramique. Au cœur de cette céramique, il y a un coq rouge. Et Anatole France raconte que sa petite fille, bébé, voulait faire sortir ce coq de l'assiette et qu'il dit bah, la passion, ça commence très jeune. Et j'avais trouvé c'était joli parce que j'avais lu dans cette école qui s'appelait l'école Anatole France. L'idée c'était de faire découvrir aux enfants qui était caché derrière le nom de leur école. Donc j'avais lu cette nouvelle d'Anatole France et j'avais demandé aux enfants c'est quoi la passion? Et il y a une petite fille qui s'est élevée et qui m'avait dit une raison de vivre. Donc en sortant de l'école, je me suis dit eh bien moi, je vais écrire pour les enfants sur ma passion pour la lecture à voix haute. C'est ta raison de vivre, la lecture? Oui, la lecture publique est ma raison de vivre. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle me permet de m'exprimer dans le monde et de rencontrer des gens. Moi, je sais qu'à l'âge de 6 ans, quand j'ai appris à lire, je me souviens du choc émotionnel très grand quand j'ai réalisé que ce qui était écrit sur la page, ça faisait du son. Ce qui est étonnant, c'est que j'avais grand plaisir à lire à voix haute et à déchiffrer et à lire, mais j'aimais pas du tout lire. Le premier livre que j'ai vraiment lu, j'avais 16 ans, et c'était Le Père Goriot de Balzac. Ça a été mon grand choc. Et ça a été mon entrée en littérature, c'est ce livre. Et avant? Avant, je lisais pas. Je lisais pas les livres, même quand on nous demandait de lire à l'école. Ah oui. Non. J'avais envie d'être dehors. Moi, j'avais pas du tout envie d'être dans une chambre à lire. Ça m'intéressait pas. Mais sinon, on me lisait des histoires. Et j'écoutais énormément d'histoires. Ma mère me lisait des histoires et j'écoutais. J'adorais écouter des livres sur des disques. Je veux dire, j'aimais les histoires. J'avais un besoin de récits comme tous les enfants du monde. Et j'ai des très beaux livres. Parce que je suis dans une famille où on lisait. Tu m'as parlé tout à l'heure d'un livre que tu m'as recommandé. De Nancy Houston, L'espèce fabulatrice, ouais. Ça, c'est un livre extraordinaire. En résumé, nous sommes des êtres de sens. Nous cherchons du sens dans un monde qui n'en a pas. Et nous sommes dans un monde qui n'a pas besoin de nous. Le monde se fout bien des humains. Et nous, on a besoin de sens parce qu'on a compris qu'on a un début, un milieu et une fin. On est des êtres de récit, donc. On est une espèce fabulatrice, c'est-à-dire qui a besoin de se raconter et qui a besoin de partager des histoires, des mythes, et nous-mêmes. Elle dit à un moment donné, si l'histoire de votre vie ne vous plaît pas, changez les termes de l'histoire, ça ira mieux. Ben moi, je me rends compte que souvent, quand je raconte des trucs, je raconte des choses qui me sont arrivées, mais je me dis, c'est comme si on comble des vides. Et donc, je suis sûre que j'invente plein de trucs, c'est sûr.
Non, on se raconte. J'aime bien l'expression d'ailleurs, les gens qui disent elle ou il se la raconte. Ben oui, c'est vrai, bien sûr qu'on se la raconte. On se la raconte tout le temps. Donc on a dit Balzac et le livre suivant qui t'avait fait beaucoup d'effet. Hermann Hesse. Siddhartha. Pas Siddhartha, non, peut-être Narcisse Goldmund. Et puis Mishima. Mais c'est des auteurs qu'on aime quand on a 20 ans. Hesse et Mishima. Il y a cette idée d'absolu. Je ne lis plus comme quelqu'un qui lit normalement. C'est-à-dire que je suis toujours à l'affût. Ce sera quelque chose que je vais lire en public. Donc j'ai une lecture qui est quand même très particulière. Depuis maintenant 26 ans, je lis avec toujours une idée derrière la tête. T'as jamais eu envie de faire de la radio ? Ça m'a traversé l'esprit. D'avoir une émission peut-être. Oui, peut-être. D'ailleurs, j'avais pensé à faire un truc. Je m'étais dit que je pourrais même faire des sortes de consultations. Je recevrais des gens et ils me raconteraient des trucs et en fonction de ce qu'ils me racontent, je leur prescrirais des textes à lire. Non, parce qu'en fait, j'ai lu un livre d'un rabbin que j'adore, qui s'appelle Marc-Alain Waknin, qui a une émission d'ailleurs de radio à France Culture qui s'appelle Talmudique. Et il a écrit un livre il y a pas mal d'années qui s'appelle Bibliothérapie, dans lequel il parle des livres qui peuvent changer nos vies. Et à la fin de cette lecture, je m'étais dit, bah ouais, ce serait marrant de le mettre en pratique vraiment et de prescrire des textes à lire. Il y a quelques années, donc j'enseigne la lecture à voix haute à la faculté de Créteil et à Lyon 3. Et à la faculté de Créteil, je leur demande toujours à un moment donné d'amener un texte qu'ils choisissent. Et il y a une jeune fille qui arrive et puis qui a lu un monologue de Phèdre. Voilà. Et elle explique à tout le monde, voilà, Phèdre est amoureuse de son beau-fils, etc. Et cette jeune fille lit le texte, assume, vraiment. Alors, je ne sais pas si c'est un détail forcément qui... En tout cas, mes a priori étaient... Pour dire, cette jeune femme était voilée vraiment jusqu'aux pieds, hein, je veux dire, elle avait quasi pas la burqa, mais quand même. Et je m'étais dit, c'est marrant, j'ai des a priori. Je me dis, pas du tout, elle assumait complètement le fait qu'elle soit amoureuse de son beau-fils. Voilà, elle lit ça avec beaucoup de ferveur et tout ça. Et puis il y en a une autre dans la salle, qui elle était un peu plus rigoriste, qui lui dit, mais enfin, tu devrais avoir honte de lire un texte pareil, qui commence à polémiquer là-dessus. Alors, bon, je les laisse, puis ça se calme, bon. Et la jeune fille en question se lève et je lui dis, bon, bah, à ton tour de lire le texte que tu as choisi. Alors elle arrive, elle dit, voilà, je vais vous lire une superbe lettre d'amour entre Albert Camus et Maria Casares. Alors je lui dis, bah, est-ce que tu sais quel type de relation ils avaient Je lui dis, tu sais que Maria Casares c'était sa maîtresse en fait. Camus était marié. Et alors là, dans un premier temps, elle dit, oh merde quand même. Et là, elle a été géniale parce qu'elle a dit, ah ben non, la lettre est très très belle, donc je vais la lire. La beauté du texte l'a emporté sur ses préjugés moraux. Voilà. Quand j'ai vraiment rencontré la lecture à voix haute, parce que j'ai eu envie d'être comédienne au départ, mais quand j'ai rencontré la lecture à voix haute, je me suis dit, oh, c'est super, tu vas pouvoir faire ça jusqu'à la fin. Je me suis dit ça. Et je me souviens que j'ai éprouvé un soulagement incroyable. Parce que moi, ça me faisait peur, ça. De lire à voix haute ? Non, de ne pas trouver quelque chose vraiment qui m'anime. Ça m'habite. Oui, c'est tout le temps. Enfin, tout le temps. C'est sûr. Donc, si c'est... Mais moi, je ne me considère pas comme une... je sais pas, ce mot d'art, artiste, tout ça. C'est pas des mots que j'emploie pour moi. Moi, je me dis que je suis une interprète. Et puis pour moi, la lecture à voix haute, c'est plutôt dans l'idée de l'écriture à voix haute. J'essaye, c'est mon fantasme, hein, certainement, c'est de donner à entendre presque la chose qui est, par moments, qui serait presque en train de s'écrire. En fait, j'ai fait d'abord une première rencontre à France Culture d'un auteur,
qui lisait ses textes à voix haute, avec d'autres artistes avec lui, chanteurs, musiciens. Et il avait le livre dans les mains. Et la forme, ça s'appelait lecture-concert. C'était en 95. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Donc j'ai écrit une lettre à l'auteur en question, Jacques Rebottier, et il m'a répondu. Il m'a téléphoné même, en me disant que ma lettre était très sympa et qu'il serait content de me rencontrer. Je lui demandais rien en fait. Je lui disais juste que j'avais passé un moment extra, que je m'étais marrée, enfin. Et ça a été le début. Et puis j'ai fait un mémoire universitaire sur son travail, où je me suis intéressée à la dimension musicale dans la parole. Mon mémoire s'appelle Jacques Rebottier, la langue du corps, le corps de la langue. Et ça a été la base de tout mon travail. Parce que je suis très à l'écoute de... Enfin, j'entends, tout ça est précis. C'est pas hasardeux, je précise tout. C'est une partition. Ouais, le phrasé, la hauteur de voix, à quel endroit je la place dans mon corps. Parce que on peut faire entendre des tas de choses juste en se disant, alors si une voix de tête par exemple, c'est pas du tout pareil que si je pense par exemple au bas de mon dos. Bon, pour faire une voix intérieure, moi j'essaye de placer dans mon corps à d'autres endroits. Donc ça, je l'ai appris et je l'ai surtout travaillé à cette année-là. Donc ça, c'était important. Et puis j'ai rencontré un gars aussi qui se disait lecteur public et qui m'a donné l'occasion de faire beaucoup de lectures. Et puis j'ai aussi rencontré mon mari qui était un grand connaisseur des voix et des voix du monde. Donc j'ai écouté une quantité de disques de tradition vocale du monde dingue. Donc j'ai formé mon oreille. Et avec moi, il a aussi... c'était quelqu'un qui aimait bien aider et... Comment dire? Il avait un côté un peu Pygmalion. Quand il sentait quelque chose chez quelqu'un, il essayait de le développer, de l'aider. D'ailleurs, je me souviens d'une fois où, au tout début, quand j'ai commencé à faire des fois des choses avec des enfants, il m'avait dit un truc étrange. Il m'avait dit c'est quelque chose que tu vas très très bien faire parce que tu n'as pas peur des enfants. Et ce qui était d'autant plus marrant qu'on n'a jamais eu d'enfants et qu'on n'en voulait pas. Mais on avait ce truc-là. Il avait ce truc-là, lui. Avec les enfants, c'était hyper drôle de le voir, à quel point il était à l'aise et amusant. C'était très très drôle. Et je me souviens de cette phrase, c'est marrant comme il y a des phrases comme ça. Moi, forcément, je suis très attachée à ce truc, mais des phrases qui restent, et tu te dis, c'est incroyable quand même. Tu les comprends des fois 20 ans plus tard, mais tu les as pas oubliés. C'est marrant. Les livres, c'est un peu ça aussi. Ça pose des questions, ça répond à des questions, ça suscite des questions. Est-ce qu'il y a des phrases de tes parents que tu as comprises 20 ans plus tard? Des phrases de mes parents? Alors ça, je suis pas sûre. Des phrases de mes parents m'ont transmis des valeurs, ça oui. Par le biais, par quel biais? Par l'exemple. Parce que moi, j'ai toujours vu ma mère lire, donc le geste de lire, le jour où je l'ai fait, il m'a semblé très naturel. Et le rapport que j'ai au travail, je refuse pratiquement jamais du travail, sauf si le travail me rebute, évidemment. Mais j'ai vu mon père travailler énormément, et mon père était pédiatre. Et il disait, non, tu commences à refuser, commence à dire à un patient non, et puis après, non, après ça peut... Il avait peur que tout d'un coup, tout le monde, qu'il n'y ait plus personne, quoi. Alors qu'il avait une clientèle de dingue. Et puis d'être disponible pour ses patients, il s'est consacré à son métier. Je l'ai vu quelques fois, très très beau de voir comment il manipulait les enfants, avec une délicatesse et je me souviens, le stéthoscope, il le réchauffait toujours dans sa main pour pas que ce soit froid. Il y a je peux raconter une anecdote qui est très chouette de mon père. C'était un samedi, fin de journée. Mon père venait de rentrer à la maison, il travaillait toute la journée. Il n'y avait que le dimanche après-midi où il ne travaillait pas. Le dimanche matin, il allait encore à l'hôpital faire des visites. Enfin, c'était énorme. Et là, il y a des parents qui appellent à la maison parce que mon père donnait son numéro personnel
en disant voilà, le petit a très mal au ventre, on est très inquiet. Donc mon père dit bon, bah, redescendez au cabinet, j'arrive. Donc mon père descend. Et puis, donc il ausculte le petit garçon. T'as mal là? Non. T'as mal là? Non. Puis au bout d'un moment, il dit mais t'as mal nulle part. Le petit lui dit je voulais te voir. C'est quoi la chose qui représente un défi permanent dans l'existence? De ne pas désespérer peut-être. Je trouve que le monde est pas... Il y a beaucoup de bêtises dans la manière dont tournent les choses. Enfin, et je trouve ça misérable, quoi. Donc c'est plus des questions, voilà. Et c'est quoi l'outil dans ce cas-là pour... De s'entourer de beauté. Il n'y a que ça qui compte. La beauté du monde, la beauté des choses, la beauté des gens. Tu nous fais un clap de fin?